Aujourd'hui, je vous parle de 9 règles de richesse que vous auriez dû apprendre à l'école. Et en fait, c'est un livre que j'ai lu il y a quelques années, puis j'ai traduit le titre. C'est un livre écrit par un auteur canadien qui s'appelle Andrew Hallam. Il est enseignant au secondaire et puis il enseigne l'économie, la finance personnelle. Et lui, il est devenu millionnaire à 30 ans et non, il n'a pas hérité de parents riches. Il a bâti sa propre richesse avec l'investissement à la bourse. Et il nous explique comment faire dans ce livre que j'ai trouvé complètement génial. Et puis, il a 9 règles de richesse. Donc, la règle numéro 1, vivez très en dessous de vos moyens. Vous avez sûrement entendu parler de ça avant. Il commence en fait son livre en décrivant qu'est-ce que c'est pour lui la définition d'une personne riche. Donc, il y a deux critères, selon lui, Andrew Hallam, pas selon moi. Premier critère pour être considéré comme une personne riche, avoir assez d'argent pour ne plus jamais travailler. Donc, ça, évidemment, si c'est votre choix de ne plus travailler. Et puis, son deuxième critère, avoir des revenus passifs ou bien une pension qui vous fournisse au moins le double du salaire moyen dans votre pays. Au Québec, ici, le salaire moyen est d'environ 42 43 000 si je ne me trompe pas. Donc, si vous aviez à peu près 80 000 de revenus passifs par année ou en pension, eh bien, ça vous permettrait de ne plus travailler puis d'être considéré riche. Alors, voilà la définition de la richesse pour M. Hallam. Il parle aussi dans son premier chapitre, bon, comment prendre sa retraite plus tôt grâce à la règle du 4%. J'ai fait une autre vidéo par rapport à ça qui devrait être sur ma chaîne. N'achetez rien à crédit, sauf peut-être une maison, donc une hypothèque. Mais sinon, il dit même les voitures ne devraient pas être achetées à crédit, à moins que vous ayez un taux d'intérêt de maximum 1%. Il dit ne payez pas plus pour votre voiture qu'un DK millionnaire qui paye en moyenne 42 000 US. C'est quand même impressionnant. D'ailleurs, Warren Buffett a acheté une Cadillac pour 55 000 C'était une voiture qu'il a gardée pendant plusieurs années. Je ne sais pas c'était en quelle année, mais c'était pas il y a si longtemps que ça. Il parle de louer une voiture versus acheter, acheter neuf, acheter usagé. Bref, on apprend plein de choses intéressantes pour économiser, en gros, dans son premier chapitre. Ensuite, deuxième règle de prospérité, utiliser le meilleur allié d'investissement dont vous disposez et il nomme les intérêts composés pour la bourse. On voit qu'avec les années, notre profit augmente de façon exponentielle. Et puis lui, ben, il donne un exemple. Par exemple, si on met 100 à la bourse et qu'on a un taux d'intérêt, un gain de 10 par année, on va avoir à la fin de notre première année 110 Et là, on ne veut pas dépenser ce gain-là, on veut le réinvestir. Donc, on réinvestit de 110 toujours à 10 d'intérêt. On va donc avoir 121 à la fin de la deuxième année. Et ainsi de suite. Vous me voyez venir avec les chiffres qui sont déjà là. Vous voyez qu'avec seulement une fois à 100 après 100 ans, vous allez dire 100 ans, mais là, c'est parce que je vais être mort, mais quand même, 1 378 000 et des poussières pour avoir investi une seule fois 100 100 ans plus tôt, c'est quand même impressionnant. Mais vous voyez aussi que les gains se font particulièrement à la fin. Plus le temps avance, plus le profit devient exponentiel, plus la courbe devient super abrupte. Donc, bref, selon Andrew Hallam, c'est vraiment le concept financier le plus puissant du monde. En tout cas, à la bourse, pour l'investissement immobilier, on pourrait dire que c'est l'effet de levier. Mais ici, je trouve que, en tout cas, moi, ça m'a convaincu, surtout d'investir dans mon CELI. Imaginez, si ça, c'est le résultat pour un 100 investi une fois, imaginez un jeune qui ouvre un CELI à 18 ans puis qui commence à mettre le maximum chaque année, ce qui va arriver dans 30, 40, 50 ans, ça va être complètement fou. Et il fait une mise en garde quand même. N'investissez pas si vous avez des dettes de consommateurs. Vos cartes de crédit, par exemple, doivent être complètement payées avant même de penser commencer à investir à la bourse. Les petits frais ont des grosses conséquences. Sa règle numéro 3, c'est de couper les frais le plus possible en investissant dans des FNB. Donc, FNB pour fonds négociés en bourse et non pas des titres individuels qui sont plus risqués. Il faut faire beaucoup de recherches. Il faut être très experts, disons, en économie pour voir les profils de chaque compagnie avant de choisir dans laquelle on va investir. Un FNB comme le S&P 500, on investit dans les 500 plus grosses compagnies, par exemple, américaines. Et puis, il y a très peu de risques et les frais de gestion sont minimes. Et c'est ce qu'il dit, en fait, plus les frais de gestion sont grands, ben plus ça va aller manger notre profit dans le futur et on peut parler de centaines de milliers de dollars avec les années. Donc, on coupe les frais, on investit dans les FNB et pour lui, c'est la recette gagnante que même un enfant du primaire de cinquième année peut suivre et facilement battre un gourou de Wall Street en faisant dans le fond, la recette qu'il donne dans son livre. Quatrième règle de prospérité pour Andrew Hallam, comment vaincre l'ennemi dans le miroir. Et l'ennemi dans le miroir, c'est nous, c'est vous, c'est notre côté irrationnel. On est des êtres d'émotion, puis on écoute beaucoup ce qui se passe aux nouvelles, dans les journaux, les grands titres. Quand il y a un crash boursier, c'est la panique. On vend après avoir perdu de l'argent, on achète après que la bourse ait pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur. Donc, investir à la bourse, selon Andrew Hallam, c'est super simple. Un élève du primaire peut le faire. Mais ce n'est pas facile parce que ça va chercher nos émotions et c'est notre argent. Donc, et ce qu'il dit, c'est notre comportement rationnel qui nous fait perdre.
à long terme. Il parle aussi dans ce chapitre-là, en gros, est-ce qu'on devrait investir une grosse somme d'un coup, par exemple, si on reçoit un héritage, ou on devrait étaler nos sommes, dans le fond, ce qui s'appelle étaler les coûts en dollars, mois après mois, en investissant des plus petites sommes. Quoi faire en cas de crash boursier? Il parle aussi que c'est le comportement irrationnel des investisseurs qui nous fait perdre. Il dit, qu'est-ce que c'est la différence entre essayer de timer la bourse et le temps dans la bourse? Puis, ben, comment acheter des actions en solde? Chapitre 5, sa règle numéro 5, construisez des montagnes d'argent avec un portefeuille responsable. Bon, d'abord, il explique que investir, ça devrait être plate. Donc, ce livre-là n'est pas écrit pour les day traders. OK? Selon lui, investir à la bourse, ça devait être aussi excitant que de regarder les aiguilles d'une horloge tourner. Il parle qu'on devrait avoir un portefeuille diversifié, par exemple, avec des bons, surtout si on est Canadien, donc des bons Canadiens. Lui, il aime particulièrement les bons du gouvernement. Quel pourcentage de votre portfolio devrait être en bons selon votre âge, selon l'âge de votre retraite? Comment battre les pros avec un portfolio qui est équilibré, comment profiter de la panique des autres, puis il parle aussi d'investir un petit peu dans des FNB internationaux pour diversifier le portefeuille. Sa règle numéro 6, ben, en fait, il donne un exemple. Il donne des exemples de portefeuilles bien équilibrés pour les Canadiens. Alors, on devrait avoir à peu près un quart de tout. Donc, un quart de FNB canadien, un quart de notre portefeuille qui est en FNB de stock US, par exemple le S&P 500, un quart dans les bons canadiens du gouvernement, comme j'ai dit, qui l'aiment particulièrement, puis un autre quart dans les FNB internationaux, par exemple les pays développés. Et numéro 7, sa règle est bien non, vous n'êtes pas obligé d'investir seul. Si vous vous sentez apeuré et seul à l'idée d'investir, ben, sachez qu'il existe de l'aide. Il y a des gens qui peuvent vous coacher. Il y a des coachs financiers qui vont charger, par exemple, un frais mensuel ou annuel, comme un abonnement Netflix. Et puis, quand vous avez des questions, un besoin, vous les appelez, puis ils vont vous offrir le service. Ensuite, il y a des conseillers financiers, par exemple, dans différentes compagnies. Ben, ce qui me vient en tête vite, vite, là, c'est Industrielle Alliance, mais il y en a plein. Vanguard, Schwab offrent des produits, disons, clés en main où il y a déjà un portefeuille qui est comme tout diversifié pour vous selon l'âge de votre retraite. Et là, vous pouvez acheter ce produit-là, mettre de l'argent, puis ça va être automatiquement l'argent distribué au bon endroit pour avoir un portefeuille diversifié. Et il y a Tangerine et Wealth Bar pour les Canadiens qui vont vous offrir un portefeuille à la carte. Vous répondez, dans le fond, à des questions, votre âge, l'âge auquel vous aimeriez prendre votre retraite. Ils vont vous bâtir le portfolio idéal pour vous selon votre tolérance au risque. Et puis, leurs frais sont assez bas aussi. Numéro 8, méfiez-vous des fonds communs de placement. Oui, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Andrew Hallam. Il n'aime pas les fonds communs de placement, surtout pour les Canadiens. Il dit que ça coûte cher par rapport aux Américains. C'est un produit beaucoup plus intéressant aux États-Unis parce que ça ne coûte pas aussi cher, il n'y a pas autant de frais. Donc, il dit qu'ici au Canada, on a tellement de frais d'exploitation liés aux fonds communs de placement, frais d'achat, frais de rachat, frais de gestion, frais d'exploitation, frais d'opération. J'ai lu le chapitre, là, je fais la liste de tous les frais, je ne me souviens même pas de ce que c'est tout ça. Mais en gros, lui, il est complètement contre les fonds communs de placement pour les Canadiens. Par contre, moi, je ne suis pas conseiller financier. Je vous dis ce que j'ai lu dans le livre. Donc, faites vos devoirs, faites vos propres recherches. Si c'est quelque chose qui est parfait pour vous, ben, c'est super. Mais lui, dans son livre, il ne le recommande pas du tout. Chapitre 9, règle numéro 9, éviter d'être séduit. Donc, on sait que, par exemple, si c'est trop beau pour être vrai, c'est sûrement que c'est pas vrai. OK, par exemple, des compagnies qui offrent des trop hauts taux de rendement de dividendes, là, si on nous promet des taux de rendement de plus de 10 il y a peut-être anguille sous roche, il faut se méfier, peut-être que ça va pas se maintenir comme ça pendant plusieurs années. Il parle justement aussi des bulles à la mode, comme la bulle des produits des compagnies tech des années 2000, où beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent. Euh, En ce moment, c'est le Bitcoin, la crypto-monnaie qui est à la mode. Personnellement, j'ai investi un tout petit peu dans le Bitcoin, mais pour moi, c'est de l'argent casino. Donc, je suis prête à la perdre si jamais ça ne va pas bien. Ce qui veut dire que j'ai pas mis 50% de mon portfolio dans le Bitcoin. Et dernièrement, aussi, selon Andrew Hallam, l'or, les métaux précieux, ça ne représente pas un investissement très intéressant. Il dit avec le temps, ça ne gagne pas beaucoup en valeur, ça ne devrait pas vraiment faire partie de notre portfolio. Alors voilà, ça termine ma vidéo pour aujourd'hui. Si vous savez lire l'anglais, ben, je vous recommande vraiment de commander le livre ou de l'acheter ou Amazon, peu importe, là, mais ça a été un de mes livres préférés sur l'investissement à la bourse. J'en ai lu plusieurs. Je le recommande. Et puis, si vous avez apprécié ma vidéo, ben, considérez vous abonner. Je vous dis merci et à la prochaine.